Bienvenue dans notre émission mensuelle Tribune du Vaucluse où nous commentons avec l'éclairage d'une personnalité de la société civile, politique ou religieuse l'actualité de notre département de Vaucluse. Autour de moi, 3 personnes pour pouvoir poser les questions. Henri Faucon, vous êtes en charge pour le cross-média d'Avignon de la relation avec les églises chrétiennes. Bonjour Henri. Gilles Guignot, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel diocésain Bloc-Notes. Et puis Patrick Nipiller, bonjour Patrick. Bonjour à tous. Vous êtes le producteur d'une émission économique sur RCF et aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir monsieur Jean-Marc Roubaud. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Jean-Marc Roubaud, vous êtes un homme politique né à Alger le 18 juin 1951, membre de l'UNP. Vous avez aussi été élu le 16 juin 2002, puis réélu en 2007. Vous ne l'êtes plus depuis 2012. Cependant, au sein de votre parti, vous avez été membre du groupe d'études sur le problème du Tibet à l'Assemblée nationale. Vous avez été secrétaire national à la mondialisation pour l'UMP. Vous êtes élu maire de Villeneuve-les-Avignon depuis 1995 et donc réélu en avril 2014. Et dans la foulée, vous avez été élu président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Vous disposez d'une majorité relative et avez comme vice-présidente le maire socialiste d'Avignon, Cécile L. Enfin, en mars 2006, suite à l'affaire des caricatures de Mahomet, vous soumettiez à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à interdire les propos et les actes injurieux contre toutes les religions, mais nous allons y revenir dans quelques instants. Au préalable, je vous informe que pour des questions de disponibilité, cette émission a été enregistrée mardi 20 janvier. Voilà, nous sommes dans cette émission Tribune de Vaucluse avec monsieur Jean-Marc Roubaud. Première question de la part d'Henri, peut-être en lien avec notre actualité. Monsieur Roubaud, bonjour, merci de nous répondre. Pascal Rousseau vient d'évoquer le fait qu'en mars 2006, vous avez déposé un projet de loi visant à interdire les propos et les actes injurieux contre toutes les religions. Est-ce que vous pensez que vous avez eu raison trop tôt ? Bon, écoutez, je pense que le sujet n'est pas de savoir si j'ai eu raison trop tôt ou si j'ai eu tort. Aujourd'hui, la France vient de vivre des événements dramatiques. Nous sommes dans une période nécessaire, je dirais, d'union nationale. Et je ne voudrais pas relancer de polémique sur ce sujet, mais je voudrais quand même qu'on puisse se poser quelques petites questions. Parce que lorsque, en tant que citoyen, ou en tant que professionnel, ou en tant qu'association, ou en tant que responsable politique, peu importe, on commet un acte, on doit mesurer les conséquences de ces actes. Et lorsque dans ces actes, il y a conséquences des morts et des blessés, on a tout petit peu le droit de se poser une petite question. Le pape François disait il y a quelques jours « Tuer au nom de Dieu est une aberration ». Vous le rejoignez ? C'est clair. Et au nom de qui que ce soit, d'ailleurs. Au nom de qui que ce soit, absolument. Respecter la foi de l'autre, c'est une nécessité aussi. C'est la base de la laïcité. La laïcité, tout le monde en fait des grands discours. Tout le monde, ou au moins certains, beaucoup trop nombreux, croient que c'est le combat contre toutes les religions. En fait, la laïcité, c'est l'acte de permettre à toutes les religions de s'exercer en toute liberté. Donc je crois qu'on a besoin de remettre un petit peu un certain nombre de choses à l'endroit pour que chacun sache précisément de quoi il parle. Alors, à votre point de vue, qu'est-ce qui a été manqué dans l'intégration ? Écoutez, ça c'est une longue histoire, une succession d'échecs de manière très claire pour en arriver là. Une société a de quoi se poser des questions, mais les politiques d'intégration, les politiques de la ville ont été des échecs continus depuis leur mise en place, puisqu'on connaît le résultat. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions aussi à se poser sur l'éducation nationale. Et il y a bien entendu la question qu'on ne peut pas évacuer, c'est la question de l'éducation au plan familial. Trop de familles ont renoncé à l'éducation en pensant que c'était uniquement le rôle de l'éducation nationale, alors que l'éducation nationale, c'est l'éducation des enfants, l'éducation c'est à la fois
l'éducation nationale, mais aussi l'éducation familiale. Il ne faut jamais l'oublier. Alors justement, les propos Patrick injurieux Kipiller. vis-à-vis des religions ou les blasphèmes, comme on dit, sont souvent des provocations. Et rester serein face à une provocation, c'est montrer qu'on est un être civilisé. Un être civilisé, c'est un être qui est éduqué. Vous venez de parler des problèmes d'éducation. Je crois que si les gens réagissent mal à la provocation et ne restent pas sereins, c'est parce qu'il y a manifestement un manque d'éducation. Et quelle solution verriez-vous à ce problème d'éducation, tant dans les familles qu'au sein de l'école ? Écoutez, c'est un vaste débat qu'on ne peut pas aborder comme ça pour une émission de radio, parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau national les sommes vertigineuses qui sont dépensées dans l'éducation nationale, on est en droit d'estimer les résultats que produit l'éducation nationale. Or, s'il y a énormément, bien entendu, d'enseignants de qualité, je pense qu'il y a un certain nombre de pertes de repères qui doivent être le jalonnement de l'éducation de nos jeunes. Et on ne peut pas avoir d'un côté des décisions politiques qui décident de financer massivement l'éducation comme c'est légitime, et puis d'un autre côté, constater la montée permanente de l'échec scolaire, constater la montée de l'illettrisme et ne rien faire. Donc il y a une remise en question de tous les acteurs de l'éducation qui doit être nécessaire. Et sur le plan de l'éducation dans les familles, je reconnais avec vous que c'est un problème vaste qu'on peut difficilement aborder dans une émission aussi courte, mais est-ce que la ghettoisation des quartiers, avec ces barres d'immeubles, ces quartiers complètement fermés que l'on connaît aujourd'hui, y compris dans la périphérie d'Avignon, ne joue pas un rôle négatif vis-à-vis de l'éducation ? Bien sûr que c'est un rôle négatif. Et là, une communauté comme celle du Grand Avignon a peut-être des solutions pour déghettoiser ces quartiers. Alors, effectivement, ça fait partie de nos compétences, puisque nous sommes les partenaires privilégiés de l'État dans le cadre des nouveaux contrats de ville. Et dans le cadre de ces nouveaux contrats de ville, on a un certain nombre de projets qui ont pour cible de restructurer ces quartiers. Les contrats précédents, qu'on appelait les CUCS, d'un nom un peu barbare, ont permis au Pontet, par exemple, la démolition des tours Joffre et de reproposer des conditions de logement beaucoup plus adaptées à ce qu'on peut attendre aujourd'hui. La requalification à Avignon du quartier Monclar aussi a été quelque chose de positif. J'ai eu l'occasion d'aller à 2 reprises dans le quartier de Monclar avec Madame le maire d'Avignon, avec la ministre de la ville, et on a pu constater sur place l'importance du travail déjà accompli, mais l'importance aussi du travail restant à accomplir. En tout état de cause, l'avis qu'on a recueilli des habitants, parce que c'est là le meilleur baromètre, parce que les discours c'est bien, mais il faut voir ce qui se passe dans chaque secteur de nos villes. La réaction des habitants a été extrêmement positive, et pour partie, à Monclar, les zones de non-droit ont disparu. Et est-ce qu'il y a justement, vous venez de prendre vos responsabilités en tant que président justement de Grand Avignon, est-ce que déjà vous voyez de façon un peu concrète des éléments sur lesquels, là, dans les mois, je ne sais pas, les mois à venir, des éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer et faire quelque chose pour ces quartiers ? Ah bah écoutez, nous allons continuer les opérations de réhabilitation, les opérations de requalification des quartiers en collaboration avec les associations, avec les acteurs sociaux, avec l'État, je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est l'État qui finance la politique de la ville et la communauté d'agglomération vient en complément. Mais de manière très claire, on va poursuivre ces dossiers-là qui sont des dossiers essentiels. Est-ce que les compétences qui sont attribuées à l'agglo sur ces questions-là, c'est-à-dire en gros l'argent de la ville, c'est-à-dire la politique de la ville, et les travaux qui travaillent sur la mixité de l'habitat, est-ce que ce sont 2 leviers suffisants ou est-ce qu'il y a d'autres entrées pour avancer ? Il y a l'action économique aussi, il y a la réalité d'être capable, au-delà du socle de la cellule familiale qui est le logement, la deuxième étape qui est de fournir du travail à toute cette jeunesse qui est désœuvrée.
Et visiblement, sur le problème du chômage, on n'a pas trouvé encore les clés de la réussite dans notre pays. Mais je pense et je reste persuadé que la politique de la ville aussi, comme beaucoup de domaines dans notre pays, est à revoir de manière plus pragmatique parce que ça a fait des décennies, tout gouvernement confondu, que l'on dépense beaucoup d'argent et que là aussi, les résultats sont en demi-teinte. Patrick Nippeler. Alors vous avez fait allusion aux travaux importants qui ont été réalisés dans le quartier Montclar, au Pontet, avec ces destructions de bars et puis la réhabilitation des quartiers. Vous nous dites que de l'avis des gens qui y vivent, eh bien la vie s'est améliorée, mais la mixité sociale dans ces quartiers-là n'existe toujours pas quand même. Or, la mixité sociale, est-ce que c'est pas la base de la déghettoisation ? Bien sûr que la mixité sociale, c'est la base de la déghettoisation. Donc le but, ce n'est pas de repeindre les immeubles existants en blanc et de changer les halls d'entrée. Le but, c'est d'arriver à reconstruire un urbanisme plus harmonieux avec toutes les formes de logement, qu'il y ait du logement social, de l'accession à la propriété, du logement libre, du logement, etc. Toutes les formes de logement. Je crois que c'est ça qui est capital, parce que sinon, cette ghettoisation, on la retrouve au sein de l'habitat, on la retrouve au sein de l'école, et on fait du perdant-perdant. Vous venez Henri Faucon. d'évoquer 2 points importants, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le manque de pragmatisme, que ce soit au niveau du travail, et puis cette mixité qui ne se vit pas réellement, et peut-être qu'elle ne se vit pas essentiellement déjà au niveau du travail. Alors comment, là aussi, pragmatiquement, peut-on essayer de répondre à ces problèmes-là ? On a parlé tout à l'heure de l'éducation, mais l'éducation nationale, si elle connaît des problèmes, est une éducation quand même, est une éducation de qualité. Mais on a aussi un problème de politique publique en termes de formation. Je le vois en tant que maire, les organismes de formation ne forment pas toujours en fonction des besoins du marché. Et on dresse ensuite le constat qu'il y a 5 millions de chômeurs et puis qu'il y a 1 million ou 2 millions d'emplois non pourvus. Ça veut dire clairement que les formations n'ont pas été orientées vers les besoins de l'économie de notre pays et il n'y a pas eu par le passé de courage de réformer les politiques de formation. Donc tout cet ensemble est un travail titanesque, mais ceux qui réussiront politiquement, ce seront ceux qui ont eu le courage d'entreprendre ces chantiers. Alors on va dans quelques instants rester avec nous puisque en fait avec Monsieur Jean-Marc Roubaud on va pouvoir parler justement développement économique.
Si vous venez de nous rejoindre, voilà, nous sommes dans une émission qui s'appelle La Tribune de Vaucluse et nous avons comme invité Monsieur Jean-Marc Roubaud, qui est le maire de Villeneuve-les-Avignon et qui est là surtout parce qu'il est également le président de Grand Avignon. Et après avoir vraiment survolé des questions liées aux questions sociales et sociétales actuelles, on va ouvrir maintenant un chapitre sur l'économie avec Patrick Nipiller. Alors, on va parler non pas du dernier conseil communautaire, je crois qu'il a eu lieu hier ou avant-hier, mais de l'avant-dernier qui traitait des axes de développement économique. Vous avez déclaré, Jean-Marc Roubaud, à ce conseil communautaire, je vous cite, « Les ambitions, les incantations, ça fait partie d'une certaine période, mais le développement économique, ça ne se décrète pas, ça se construit. » Éclairez-nous sur la signification de cette citation. Écoutez, il y a eu beaucoup de débats sur le développement économique. Il y a énormément d'acteurs, je ne vais pas tous les rappeler là, parce que j'en oublierai beaucoup, mais les chambres de commerce, les chambres de métiers, etc., 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 les agences de développement, j'en passe et des meilleurs. Et donc, il y a une nécessité de regrouper tout le monde économique pour avoir une action collective et des synergies. C'est la première des choses. Et il y a une deuxième nécessité, c'est d'inscrire dans notre agglomération un certain nombre de projets phares qui deviennent des locomotives. Donc, on a convenu avec Madame le maire d'Avignon, qui est ma première vice-présidente déléguée aux finances et au développement économique, d'identifier un certain nombre de projets qui sont dans des cartons ou sur des rails, appelons ça comme on veut, depuis un certain temps, et notamment le projet de Courtine-Confluence, et de les faire démarrer de manière pratique. Alors, on a organisé des rencontres avec des acteurs économiques, on a organisé des rencontres avec des urbanistes, avec l'université, avec tous les gens qui sont concernés, parce que l'économie, c'est pas un petit noyau de quelques personnes qui décident de tout, la place de tout le monde. Et donc, on a une potentialité très forte pour écrire en zone de Courtine la ville de demain. À la sortie de la gare TGV, qui est un élément structurant de manière indéniable. Le Grand Avignon possède 16 hectares de terrain, un certain nombre d'aménagements ont déjà été faits, des permis de construire avaient été déposés, ils ont été retirés, mais on a rencontré en fin d'année des aménageurs auxquels on a confié clairement la mission de nous faire des propositions dans le cadre de la manière dont on voit la ville d'Avignon et bien sûr l'agglomération de demain, puisque la zone de Courtine-Confluence est une zone d'aménagement qui dépend de la compétence du Grand Avignon. Donc cette synergie entre la ville et l'agglomération existe, elle est partagée par l'ensemble des conseillers communautaires qui savent bien qu'il faut qu'il y ait une émergence forte et un signal fort au niveau économie et que ensuite les richesses produites par cette économie nouvelle diffuseront sur l'ensemble des villes. Et quels sont les atouts que présente le Grand Avignon pour attirer les entreprises dans cette zone de Courtine ? Écoutez, le Grand Avignon, la ville d'Avignon notamment, a une notoriété internationale, une situation géographique de premier plan aux portes de la Provence, avec des voies de communication, aéroports, TGV, autoroutes, le fleuve. Bref, tout un tas d'atouts techniques, et puis aussi une notoriété internationale au plan patrimonial et culturel que peu de villes ou d'agglomérations de cette taille ont. Donc à nous de faire fructifier ces atouts pour attirer de nouvelles entreprises et pour mettre en valeur déjà et continuer à soutenir les activités économiques existantes. On parle de quel horizon en termes de date sur la mise en œuvre d'une activité économique pérenne en zone de Courtine, par exemple ? Écoutez, il est toujours difficile dans ce monde. Parce que aménager la zone de Courtine, je dirais, c'est un vieux serpent de mer. On en parle depuis, j'allais dire des dizaines d'années, j'exagère peut-être un peu, mais plus de 10 ans en tout cas. C'est pour ça que j'ai dit que les incantations étaient passées et qu'il fallait passer à l'action. Donc vous en revenez à mon... J'abonde dans votre sens, mais oui, alors, on attend toujours quand même un terme, un objectif chiffré. Je vous ai dit qu'on était en contact aujourd'hui avec des aménageurs et non pas avec des concepteurs.
parce que de nombreuses études ont été faites, de nombreuses études sont dans les cartons. J'ai demandé au service du Grand Avignon de faire un tri dans tout ça, de faire une synthèse dans tout ça, et que les aménageurs se mettent en action. Donc il est extrêmement difficile toujours de donner des échéances. Pourquoi ? Parce que on est dans le pays des procédures administratives. Et donc on a terminé une procédure administrative, il faut en démarrer une autre. Donc il faut une énergie de tous les instants, mais cette énergie et cette détermination, je l'ai. Donc je pense qu'on pourra, de manière claire, aboutir à des choses concrètes qui seront le signe que l'agglomération démarre. Ça veut dire quoi? C'est 5 ans? Enfin, juste comme ça, C'est quoi? difficile C'est à de dire 5 des ans, dates. 10 ans? Si, En tout cas, on est parti sur du long terme, quoi. Si on est capable de déposer des permis de construire rapidement, eh ben on aura des résultats rapidement. Si les barrières administratives sont telles que ça devienne un parcours d'obstacles, on sera toujours dans les incantations. Mais je mettrai toute mon énergie, et c'est la détermination de l'ensemble des vice-présidents et des conseillers communautaires aujourd'hui d'avancer sur l'ensemble des dossiers. On a de nouvelles équipes municipales qui sont extrêmement motivées et mobilisées. Il faut qu'on se saisisse de ces statuts pour recréer cette synergie et sortir effectivement de ce que vous venez d'évoquer. Henri Faucon. Vous avez parlé de l'atomisation en quelque sorte des sources d'énergie. Est-ce qu'on ne retrouve pas un petit peu cette même atomisation dans la politique, avec d'une multiplication d'instances de décision qui font que l'on parle d'un millefeuille français? C'est tout à fait exact. Cette atomisation n'est pas propre à la politique, elle n'est pas propre à l'activité économique, elle est la réalité de la société française, où on dit toujours que dans chaque salle, il y a toujours un président, et donc chacun veut créer sa structure pour proposer autre chose, ou des fois pareil, ou pas grand-chose, peu importe. Mais tout ça atomise et diminue l'efficacité, et c'est une des plaies de notre société. C'est pour ça que j'ai demandé, dès le début de mon mandat, et on va délibérer au prochain conseil communautaire pour mettre en œuvre un nouveau concept que j'ai appelé le portail unique. Et ce portail unique sera l'interlocuteur de l'ensemble des entreprises du territoire du Grand Avignon et à l'extérieur du Grand Avignon. Aujourd'hui, un chef d'entreprise veut installer une entreprise. Quelle question il pose? Très simple. Où est-ce que vous avez un terrain? Combien il coûte? Et quand est-ce que je peux avoir le permis de construire? Si vous lui dites, c'est pas moi, il faut aller voir la chambre de commerce. La chambre de commerce lui dit, non, c'est pas nous, c'est la mairie. La mairie lui dit, non, c'est la chambre des métiers. Vous êtes sûr que l'entreprise est découragée, que le chef d'entreprise renonce à son projet ou va le transposer ailleurs. Donc il faut qu'on soit dans une dynamique d'efficacité, et ce portail unique est un des premiers pas pour la compétitivité de notre économie. Et le deuxième pas, c'est aussi que nous avons décidé de faire connaître nos richesses à l'extérieur de nos frontières. Nous allons faire un véritable marketing territorial avec l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. Gilles Guignot. Donc ce que vous dites, nous avons un guichet unique maintenant. Les gens ne vont plus faire du nomadisme dans tous les sens. Les gens ne vont plus faire du nomadisme administratif où on les déplace de bureau en bureau en leur disant que c'est pas là, c'est le voisin qui s'en occupe. C'est ma volonté, c'est la volonté des vice-présidents du Grand Avignon. Patrick Nipiller. Alors bien sûr, les infrastructures de transport participent à booster l'économie locale, hein, on en est tous ici bien sûr convaincus. Alors le tram. Voilà, alors que lors du conseil communautaire où vous avez décidé des axes de développement économique pour le Grand Avignon, vous avez recueilli quasiment l'unanimité, à une voix près, je crois, des 72 membres, sur le tram. Vous n'arrivez pas à trouver de consensus. Est-ce qu'il y a des positions idéologiques qui vont jusqu'à handicaper les finances? Parce qu'il y a aujourd'hui 40 millions ou 50 millions d'euros déjà d'engagés. Où en est-on exactement de ce tram? Et pourquoi, au dernier vote, on a amputé 50% du projet initial? Alors, on n'a pas tout à fait amputé 50% du projet initial, mais 2014 a été une nouvelle donne de manière tout à fait claire et significative. D'un côté, le désengagement financier de l'État sur les collectivités territoriales, la crise économique qui fait que les produits de recettes de la communauté d'agglomération sont moins bons que prévu, je pense au versement de transport, qui finance le projet tramway, et à la contribution territoriale des entreprises qui sont aussi dans une situation pas très dynamique. Donc, dans ce contexte-là, il fallait qu'on revoie le projet, et j'ai posé la question à l'envers, quelle est notre
capacité à fixer un nouveau projet de transport en commun en site propre. On a déterminé une enveloppe de 135 millions d'euros. Et dans cette enveloppe-là, qui était redimensionnée, donc on est passé de 250 millions d'euros hors taxe à 135 millions d'euros hors taxe, il y avait une nouvelle composante politique dans la mesure où les deux villes les plus concernées par le tramway étaient la ville du Pontet et la ville d'Avignon. Et les deux nouveaux maires du Pontet et d'Avignon s'étaient prononcés de manière très claire dans leur campagne contre le tramway. J'ai essayé de trouver un consensus dans le cadre de cette nouvelle enveloppe financière. De manière claire, les études complémentaires qu'on a demandées dans le cadre de cette nouvelle enveloppe ont proposé 3 scénarios. Aucun des scénarios intégralement ne convenait à tout le monde. D'autre part, j'avais en tant que gestionnaire quand même, excusez-moi, la responsabilité des sommes déjà engagées. On ne partait pas d'une feuille blanche. Il avait été dépensé à fin 2014 35 millions d'euros. C'est pas rien. Comment je pouvais expliquer à nos concitoyens qu'on allait passer aux pertes et profits 35 millions d'euros? C'était inexplicable et inenvisageable. C'est pas ma conception de l'utilisation de l'argent public. Alors on peut me dire, oui, on aurait pu réutiliser une partie des études, oui, mais alors on aurait peut-être pu gaspiller plus 35, mais 25, 20, je sais pas, peu importe, on peut ergoter sur les chiffres. Alors, est-ce que maintenant, la bataille entre les socialistes... Et Attendez, puis- je voudrais finir 2 secondes là-dessus, Oui. sinon on ne se comprend plus. Donc, à un moment donné, avec ces 3 scénarios, je ne vais pas rentrer dedans, mais il fallait que nous prenions une décision. Et donc, le 7 janvier, j'ai proposé au Conseil communautaire une solution qui me paraissait une solution de consensus au regard de ce qui avait été dépensé, au regard des engagements des 2 maires, avec 2 nouvelles lignes de bus haute fréquence qui améliorent de manière notable la rapidité des transports en commun sur l'agglomération et des lignes secondaires pour améliorer la desserte de l'ensemble des communes, y compris le Gard, puisqu'on va inaugurer bientôt le nouveau parking de l'île Piau. Voilà dans quel contexte nous sommes. Nous sommes passés au vote. Le projet tram a recueilli une large majorité, 50 voix, 18 contre, 3 abstentions. Voilà, maintenant il faut qu'on continue à travailler au-delà de nos positions. Est-ce que la bataille d'opposition est maintenant terminée? Ça veut dire que ce vote qui a eu lieu le 7 janvier, il est définitif? Il n'y a plus de recours possible du maire d'Avignon par exemple, des arrêtés municipaux qui pourraient interdire l'accès, la traversée du tram, de la ville d'Avignon par le tram? Est-ce que maintenant on peut dire, oui, ça y est, dans 2 ans ou 3 ans, C'est on inscrit aura dans une le ligne de marbre. tram? Dans la vie, vous la connaissez aussi bien que moi, Selon toute je pense qu'il n'y probabilité. a jamais rien inscrit dans le marbre, mais je sais que Cécile elle est une femme intelligente, je sais que c'est une démocrate, le vote a eu lieu, je ne vois pas comment elle pourrait rentrer dans une telle attitude. En tout état de cause, je dois la voir prochainement pour évacuer un certain nombre de sujets, pour essayer d'avoir une vision prospective positive sur notre agglomération, mais commune. Alors on va faire une pause et puis comme ça on pourra revenir avec vous, Monsieur Jean-Marc Roubaud, sur les questions de la politique pour le Grand Avignon.
Voilà, et nous sommes dans la tribune de Vaucluse avec Monsieur Jean-Marc Roubaud, président de Grand Avignon et puis maire de Villeneuve-les-Avignon. Et après avoir vu très rapidement les questions sociétales, sociales et puis les questions liées à la politique de développement économique, on va quand même rester un peu sur des questions qui intéressent les Vauclusiens et surtout les gens qui sont autour de Grand Avignon à propos de l'eau, avec Gilles Gueugnot. Et l'eau, si on en buvait un petit verre, à observer un petit peu pas mal d'électeurs, on imagine qu'ils ne sont pas satisfaits de payer la part qui revient aux actionnaires dans l'eau qu'ils les achètent. Quel est votre sentiment sur cette question-là ? Écoutez, je crois que quand on a des responsabilités, il faut être pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 3 choses. La première, c'est la qualité de l'eau. La deuxième, c'est la qualité du réseau de distribution, une responsabilité environnementale. Et la troisième, c'est le prix de l'eau que va payer le consommateur. Donc, qu'elle soit gérée en régie ou gérée en délégation de service public par une entreprise, c'est pas la question qui m'importe. Moi, ce sont ces 3 questions-là. Et lorsque l'on a choisi le mode de gestion de l'eau à la fin du dernier mandat, on ne l'a pas fait en fonction de sensibilité, de conviction. On l'a fait suite à une étude précise qui a eu lieu avec un comparatif fait par un cabinet indépendant entre le coût qui aurait été supporté par l'usager et le Grand Avignon si nous l'exploitions en régie d'agglomération et le coût en délégation de service public. De manière très claire, le prix de l'eau pour le consommateur était moins cher en délégation de service public. On a redécidé une délégation de service public. Aujourd'hui, on a des contrats qui courent jusqu'à fin 2020 et on a une possibilité, une opportunité de renégociation de contrats en ce moment. J'ai demandé que soit créé un comité de suivi dont je fais partie, le maire d'Avignon en fait partie, mon vice-président René Trucot, qui est chargé de l'eau et des travaux, en fait partie. Et donc, nous allons voir avec le délégataire, en l'occurrence Veolia, quelles sont les économies qu'on peut faire sur ce contrat en fonction de la nouvelle donne économique. Et en 2020, je proposerai, avant la fin du mandat, que l'on réétudie avec les données du moment, qui ne sont sûrement pas celles d'aujourd'hui, la régie, la délégation de service public, et je soumettrai au vote les résultats de cette étude. Gilles Gueugnot à nouveau. Vous commandez un groupe sans avoir la majorité, comme vous aviez pu l'observer dans des mandatures antérieures. Est-ce que ce n'est pas particulièrement confortable de ne pas être majoritaire parce que précisément, ça oblige à avoir une approche du dossier avec les différents groupes qui est différente? Quel est votre sentiment sur cette question-là? Bon, d'abord, je ne commande rien, je gère. Je gère des personnalités avant tout, des êtres humains. Et j'essaie d'arriver tout d'abord à trouver des consensus parce que, vous savez, dans nos domaines de compétences, je ne pense pas que les bus, par exemple, soient de droite ou de gauche. Je ne pense pas que le tramway soit de droite ou de gauche. Je ne pense pas que l'eau soit de droite ou de gauche. Bref, tout un tas de sujets sur lesquels nous devons nous rassembler pour être plus efficaces. Et puis, moi, quand je parle à quelqu'un, contrairement à ce que font beaucoup de Français, je ne lui mets pas, avant d'avoir parlé avec lui, une étiquette sur le front. Il est salarié, il est chômeur, il est à droite, il est à gauche, il est du public, il est croyant, il est ceci. Non, moi je vois un être humain et je vois avec lui si j'arrive à pouvoir trouver un intérêt commun, en l'occurrence lequel, au niveau d'une agglomération, comme au niveau d'une mairie d'ailleurs, l'intérêt général. Et vous savez que pour arriver, non pas à commander, mais à gérer, il faut arriver à avoir, en démocratie, 50% des voix. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a aucun parti qui fait 50% des voix. Ça veut dire que nous sommes condamnés, je dis ce mot-là de manière positive, nous sommes condamnés à trouver des consensus avec en arrière-pensée, toujours, comme je vous le disais, l'intérêt général. Et je vous assure que là, tout le monde dort tranquille et il y en a moins qui brandissent d'étiquettes. Henri Faucon. Vous venez de nous dire en quelque sorte que le fait de faire de la politique, c'est de rechercher le bien commun.
L'intérêt général et le bien commun, bien entendu. C'est le socle, trop de monde l'oublie. Beaucoup croient que la politique, c'est de partir au combat tous les matins contre je ne sais quel ennemi. Aujourd'hui, on a, dans les circonstances actuelles de crise, les événements que nous venons de vivre, on a d'autant plus besoin d'appliquer ce principe que j'essaie d'appliquer depuis que je suis élu, d'apprendre aux gens à vivre ensemble, parce que c'est ça le socle d'une société. Sinon, il n'y a pas de société. Vous qui avez été Patrick député, Népillard. vous qui avez été député pendant 2 législatures, donc pendant 10 ans, est-ce que vous pensez que ce raisonnement-là, qui paraît un raisonnement très sain, c'est-à-dire de ne pas se lever le matin quand on a un homme politique pour aller à la bataille et au front, pourrait s'appliquer à nos parlementaires, par exemple, qui donnent, eux, souvent l'impression, au contraire, de se lever avec le couteau entre les dents tous les matins? Oui, je crois qu'il y a l'image et puis il y a la réalité. C'est vrai que lorsque l'on voit un certain nombre d'interventions à l'Assemblée nationale, et notamment celle des questions d'actualité, ça ne donne pas une image très reluisante de la politique, mais je vous assure, c'est pas le cœur des travaux. Les questions d'actualité, c'est un moment d'une heure, 2 fois par semaine, où certains veulent se faire voir à la télévision et donc ils partent un petit peu au combat pour défendre leurs idées. Mais la réalité, le quotidien, c'est que les débats sont beaucoup plus apaisés quand même et qu'un travail de fond se fait en commission, en dehors des scènes et des micros. Donc, je pense qu'il faut que chacun ait un peu de modération en tête, parce que l'agressivité, le dénigrement de l'autre, ça n'a jamais créé une légitimité politique, et que cette notion impérieuse de rassembler nos concitoyens en cette période de crise, une fois de plus, doit être le fil conducteur d'une société qui se redresse. Gilles Guignot. La gestion d'une communauté urbaine, bon, d'accord, elle a été décidée par la République, elle est mise en place. Bon, mais pour les citoyens, c'est pas toujours clair, les compétences qui sont celles de la commune, celles qui sont de la communauté. Est-ce que la pression que vous faites maintenant que vous êtes depuis un certain temps dans le dispositif, vous fait dire que c'est plutôt mieux qu'avant ou c'est plutôt plus difficile qu'avant à cause de ces compétences et de leur partage et de leurs limites? Non, je crois que d'abord au niveau des collectivités territoriales, les villes, communautés d'agglomération, départements, régions, etc., vous parliez à juste titre tout à l'heure du millefeuille administratif, on a besoin de clarifier les compétences. Pourquoi je dis ça? Pour une raison simple, c'est que plus vous atomisez, plus vous dépensez d'argent et moins vous êtes efficace. Donc je pense que la spécialisation des compétences est une chose importante et qui permet de rassembler des projets clairs. Patrick Népillard. Aujourd'hui, avec le recul que l'on a sur les communautés d'agglomération qui avaient été créées à l'époque pour mutualiser les moyens des communes et donc gagner en efficience, c'est-à-dire être plus efficace en dépensant moins, est-ce que maintenant qu'on a un certain recul, on est capable, sinon de chiffrer, d'avoir au moins un jugement qualitatif sur l'efficience nouvelle des mesures qui sont prises dans les communautés d'agglomération? Alors, globalement, l'efficience a été améliorée parce qu'on a mutualisé des moyens et grâce à cette mutualisation, on a pu apporter au niveau des communes des projets de plus grande ampleur, de meilleure qualité, mais on n'est pas allé assez loin. On n'est pas assez loin parce que chacun a gardé un certain nombre de compétences. Quand je parlais de l'économie, vous m'interrogez tout à l'heure sur l'économie. La compétence est reconnue par la loi au niveau des agglomérations, mais aussi au département, mais aussi aux régions. Et là aussi, donc, on revient toujours à l'atomisation. Et donc, je pense qu'il faudrait aller plus loin au niveau de la... Alors, c'est un débat qui fait clivage, hein, parce que certains élus voudraient pouvoir intervenir sur tout, et comme ça, ils auraient, je suppose, une perception globale de leur action personnelle. Mais bon, c'est pas ma conception. Je pense qu'il faut aller plus loin au niveau de la spécialisation des compétences,
qu'elle soit très bien définie, mais on aurait dû aller plus loin et on doit aller plus loin, surtout en cette période de raréfaction de l'argent public. On doit aussi être très vigilant à ne pas créer au niveau des communautés d'agglomération de nouvelles administrations, de nouveaux feuilles administratives. Et lorsque l'on transfère une compétence, il faut que l'on transfère les personnels. Je vais prendre un seul exemple, puisque j'ai cette responsabilité en ce moment, de par la loi. Il faut que l'on soit capable d'assurer l'instruction de tous les permis de construire de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, dans la mesure où l'État ne le faisait plus déjà pour les villes de 10 000 habitants, mais là ne le fait plus, même plus pour les villages. Donc on a proposé une mutualisation pour instruire les permis de l'ensemble de nos villes et de nos villages, mais de manière très claire. Je n'ai pas demandé à ce qu'on engage de nouveaux fonctionnaires, j'ai demandé un transfert des fonctionnaires existants dans les communes. Ça, c'est une vraie mutualisation. On aurait même pu diminuer le nombre en les mutualisant. Oui, là, on va le diminuer parce que si chaque commune avait dû engager un instructeur de permis de construire, il aurait eu des coûts bien supérieurs à la mutualisation que nous sommes en train d'organiser. Eh bien écoutez, voilà, on arrive déjà malheureusement au terme de cette émission. Merci Jean-Marc Roubaud d'être venu et de vous être prêté à cet exercice. Merci à vous tous et puis je vous donne rendez-vous dans un mois avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous.